Henri-Alphonse Théophile Halleux, dit Théo, est né à Liège le 17 juillet 1886. Son père, Théophile Halleux, d'une famille originaire d'Esneux, était un entrepreneur de travaux publics et privés qui avait notamment été chargé de la construction de la gare du Palais d'après les plans de l'architecte Edmond Jamard. Après ses humanités, le jeune Théo obtint son diplôme d'architecte à l'Institut Saint-Luc de Liège et intégra l'entreprise familiale avant 1900. Dès le début de la Grande Guerre, il décida de rejoindre le front et en juin 1915 se porta volontaire pour partir en Russie au sein du corps expéditionnaire des autocanons mitrailleuses, les ACM. De ce voyage, il nous a laissé 2 magnifiques albums de photos soigneusement mis en page et annotés, intitulés « Expédition en Russie du corps belge des autocanons mitrailleuses, souvenirs photographiques ». Suivons-le. J'ai dessiné d'abord la carte qui permet de visualiser notre parcours en 1915. Partis de la vallée de l'Isère, où nous attendions en vain une offensive, nous avons été dirigés vers Brest, en Bretagne, d'où un cargo anglais nous a conduits en Russie. Pour éviter les zones minées par les Allemands, le cargo a dû contourner l'Irlande, les îles Féroé, la Norvège et le Cap Nord. D'Arkhangel, un train nous a menés d'abord à Peterhof, près de Petrograd, puis par Moscou et Kiev, au front russe, dans la région de Tarnopol. Le départ de l'expédition s'est fait du port de Brest en septembre 1915. Le 20 septembre, tous nos mitrailleurs se retrouvent sur le quai. L'attaché militaire russe en France, un énorme officier barbu, passe le corps en revue. Nous découvrons alors le Ray Castle, cargo anglais qui va nous emmener en Russie. Le lendemain, 21 septembre, nous embarquons à 13 heures. Toute la population de Brest assiste à notre départ 2h30 plus tard. Après quelques minutes, nous ancrons en rade de Brest, au milieu de navires de guerre et de barques de pêche, pour terminer le chargement. Nous passerons la nuit dans nos hamacs et le mercredi 22 à 5h30, nous partons définitivement. Du pont avant, la sortie de la rade est magnifique. Du 22 septembre au 11 octobre, nous naviguons sur l'océan Atlantique et sur l'océan glacial arctique en passant nos journées sur le pont où, le dimanche 26, notre aumônier dit la messe. Le lendemain, la mer est agitée, le thermomètre passe sous 0 degré. La vie à bord est monotone. Les hommes de corvée épluchent les patates et attendent que le clairon sonne la soupe, tandis que les marins anglais font le point. Le mardi 5 octobre, enfin, on aperçoit la terre. À 11h, nous entrons dans la baie de Sviatoï-Nos, escortés par un patrouilleur russe. Après une tempête de 3 jours, le 8 octobre, nous sommes dans le delta de la Dvina, au sud de la mer Blanche. Après 23 jours de navigation, nous atteignons enfin Arkhangelsk le 13 octobre. La ville est magnifique avec ses églises orthodoxes blanches aux clochers dorés. Tant le moujik adossé à la maison de Pierre le Grand que les soldats du Turkestan de garde au port portent de grandes pelisses car il fait très froid ici. Nous quittons Arkhangelsk le 15 octobre pour un voyage de 4 jours, en train cette fois.
Le 17 octobre, nous changeons de train à Vologda, une ville d'environ 40 000 habitants. Ici, les moujiks vivent dans des maisons de bois qu'on appelle isba. Le 19, nous atteignons la caserne où nous passerons 3 mois à Peterov, non loin de Petrograd, la capitale russe appelée aussi Saint-Pétersbourg. Nous montons la garde et faisons l'exercice dans un paysage complètement couvert d'une épaisse couche de neige. Peterov, situé au bord de la mer, est la résidence d'été de la famille impériale qui y possède un magnifique château avec une église imposante. Le moyen de locomotion privilégié durant l'hiver est le traîneau tiré par 1 ou 2 chevaux. Le 6 décembre, nous sommes reçus par le tsar Nicolas II dans son palais de Tsarskoye Selo. Nos cyclistes, équipés à la russe, attendent par 25 degrés sous zéro. Le 11 janvier, notre entraînement est terminé. Nous partons vers le front, en train, les blindés sur des wagons plats. Et pendant 10 jours, nous voyageons à travers les paysages gelés. Le 16, nous passons à Kiev. Et le 20, nous débarquons à Volochisk, la frontière de la Galicie, et partons par la route vers le front. Nous entrons bientôt en Autriche, ou plus exactement dans un territoire autrichien repris par l'armée russe en 1914. Du 21 janvier au 1er juin, nous sommes cantonnés à Zbaraz. Nous sommes bien installés dans un parc, près d'un petit lac, avec des cuisines, un garage, une infirmerie, mais l'état-major russe est bien mieux logé que nous. La ville est dominée par une haute église catholique de rite grec. L'intérieur est baroque. Et la messe y est suivie tant par les habitants que par nos mitrailleurs belges. Nous fraternisons avec les soldats et officiers russes et surtout avec les cavaliers cosaques. On met à notre disposition des domestiques et des enfants que nous appelons nos boys. Voici un autre liégeois, Henri Herth, champion du monde de lutte sous le nom de Constant le Marin. À Zbaraj, en mars, la neige atteint encore 2 mètres par endroit. Pour rétablir la circulation sur la route de Tarnopol, il a fallu creuser une véritable tranchée. Les convois de ravitaillement sont formés de traîneaux. Malgré la neige, nous faisons l'exercice tous les jours. L'hiver à Zbaraj n'en finit pas. Les corbillards aussi sont des traîneaux. Quand vient le dégel, c'est la boue qui empêche nos blindés d'être opérationnels. Les civils sont réquisitionnés
pour enlever la boue. Une fois la boue partie, nous devons aménager la route qui mène à notre garage. La vie des villageois est restée très traditionnelle. Le linge est lavé par les femmes à la rivière. Rivière qui sert d'abreuvoir aux bœufs et aux chevaux. On puise l'eau potable au puits du village et elle est transportée sur l'épaule. Zbaraj est une petite ville paisible où, au printemps, nichent les cigognes. La majorité de la population est juive. Le cimetière est d'ailleurs rempli de stèles en hébreu. De nombreux habitants revêtent encore tous les jours des habits traditionnels. Les femmes portent des coiffes, parfois ornées d'un fichu. Leurs robes sont larges et longues, et pour travailler, elles les recouvrent d'un grand tablier et se chaussent de sabots. Les scènes de la vie quotidienne constituent pour nous d'intéressants sujets à photographier. Sortie de la messe, mendiants, chasse au poux, filage de la laine, broyage du lin, et nous avons parfois la chance de pénétrer dans les maisons. Sous le soleil, l'exercice est moins pénible et nous pouvons organiser des matchs de football ou des jeux sportifs auxquels assistent nos officiers. Dans le village, on voit passer des convois de ravitaillement, de l'infanterie, des cyclistes, des ambulances, des dragons, quelques prisonniers, des cosaques et du bétail pour les troupes. Et nos automitrailleuses sont enfin prêtes. Parfois, alors que nous sommes de garde, un avion passe dans le ciel. Si c'est un ennemi, les mitrailleuses cherchent à le tirer. Si c'est un Russe ami, nous allons nous faire photographier lorsqu'il est posé, même s'il a capoté. À Tarnopol, la grande ville à 22 km au sud-ouest de Zbaraj, les toits offrent d'excellentes positions pour la garde contre avions. En passant sous un viaduc sauté, nous y allons en permission, faire du tourisme en quelque sorte. La gare y est protégée par un train blindé russe.
L'été est marqué par l'offensive du général Broussilov. Du côté russe, il est secondé par le général Krylov, qui commande le 33e corps d'armée, et par le général Goutor, qui commande le 6e corps d'armée. Les Belges, eux, sont sous les ordres du commandant Baudry et du major Semet. Un communiqué russe du 9 juin 1916 décrit l'offensive. En Galicie, au nord-ouest de Tarnopol, dans la région de Gladkit-Sebrov, un combat violent se livre. Les tranchées passent de main en main. Les autoblindés belges livrent un puissant appui à nos troupes. Un avion ennemi est abattu. Des renforts d'infanterie se joignent à nous. Hélas, le corps expéditionnaire belge connaît un drame. Jacques de Becker est tué au combat. L'offensive se poursuit. Nous avançons en direction de Lemberg, qui s'appelle Vif aujourd'hui, en traversant la rivière Strupa sur un pont de fortune. Les motocyclistes assurent les liaisons. Et les Cosaques nous épaulent. Nous disposons d'ambulances et de bières trouvées dans un village conquis. Lorsque nous nous arrêtons, les blindés sont camouflés avec des branchages. Le fossé de la route ou des chemins creux servent de tranchées pour l'infanterie. Et nous sommes équipés de masques à gaz, mais nous n'aurons finalement pas à nous en servir. Comme les bords de la rivière Serette sont marécageux, nous avons établi des caillebotis pour les hommes à pied qui sont régulièrement contrôlés. Après la bataille, nous rangeons les autocanots au poste d'attente et prenons un peu de repos, tout comme notre chien appelé Mitraille. Lorsque la route est endommagée, elle est réparée par des civils, des femmes généralement. Nous comblons les trous d'obus et il nous arrive de devoir redresser un caisson. Le 4 septembre, le général Goutor vient remettre des décorations russes aux valeureuses autocanons mitrailleuses qui ont permis aux Russes de gagner les batailles de Tsebrov, Djersena et de Zborov. Les églises en pierre ou en bois jalonnent notre progression, mais l'aumônier dit le plus souvent la messe en plein air. Il est vrai que nous campons souvent. Un communiqué russe du 13 août 1916 avait souligné le fait que la division belge s'est encore distinguée et nous a aidés avec ses autoblindés à occuper Tsebrov sur la Strupa. Hélas, le 11 août, nous devons déplorer 4 tués dans nos rangs. Le lendemain, nos blindés sont bloqués sur la route de Tarnopol. Un pont s'est effondré. Nos éclaireurs cyclistes le reconstruisent, protégés par des patrouilles de Cosaques. Nous sommes fréquemment amenés à nous réfugier dans des tranchées russes. Et bientôt, nous réussissons à nous emparer de tranchées autrichiennes, remarquablement construites avec des branchages entrelacés. Les Autrichiens ont aussi construit des postes de tir et des abris en béton, pour leurs munitions notamment. Nos engagements sont coordonnés avec ceux de l'armée russe qui comporte surtout des divisions d'infanterie.
mais aussi bien évidemment d'artillerie, dont les pièces sont tractées par des attelages de 6 ou 8 chevaux. L'artillerie russe dispose de canons de 180 longs, de canons de 105, de lance-bombes, de mortiers de tranchées de 280 et de canons contre-avions. Nos alliés préférés sont les Cosaques qui forment la cavalerie russe. Nous installons souvent nos bivouacs dans les mêmes zones et ils escortent nos véhicules lors des grands déplacements. Les Russes ont aussi des blindés, mais elles ne ressemblent pas aux nôtres. Pour être complet, signalons aussi que les Russes ont des aérostats, gros ballons dont l'enveloppe est d'abord étendue sur une prairie, puis gonflée grâce à des ballonnets réservoirs d'hydrogène appelés nourrices. L'hydrogène est fabriqué sur place par un groupe automobile. Lors des offensives, nous faisons de nombreux prisonniers. On les rassemble, on les identifie et on leur distribue du pain. Ils sont autrichiens, turcs, bosniaques ou allemands. Les tirs, obus et bombes font de gros dégâts. La gare d'Ierzena est en ruine et l'église de Dzebrov tient à peine debout. Les incendies sont fréquents. À Zborov, par exemple, le quartier juif a complètement brûlé. Les destructions par dynamitage paralysent les opérations. Aidés par le génie russe, nous devons réparer les voies et surtout reconstruire les ponts. Les blessés sont nombreux. Nous en dénombrerons 40 en tout dans nos rangs pour les 2 années de campagne. Il existe un grand hôpital à Bouchach, à l'arrière, et un plus petit, bâti par les Autrichiens à Jersena. Le problème est l'acheminement des blessés qui se fait le plus souvent sur des civières portées à dos d'homme ou entre 2 chevaux. Les morts se comptent par milliers. Les enterrements se suivent. Et les tombes se multiplient. Allemandes, autrichiennes, bosniaques, et surtout russes. Nous laisserons dans le sol russe 15 de nos camarades belges, dont 11 morts au combat. Ce qui, vu la violence de ceux-ci, est un nombre exceptionnellement peu élevé pour l'époque. Nous avions la maîtrise de nos engagements. Nos 11 camarades morts au combat sont dans un premier temps enterrés à Tarnopol ou à Kiev. Mais après la guerre, leurs corps seront rapatriés en Belgique.
Dès septembre 1916, nous sommes casernés à Bučac, une ville juive de 10 000 habitants à 65 km au sud de Tarnopol, une ville en ruine, dominée par celle d'un vieux château où les Polonais soutinrent au XVIe siècle un siège contre les Turcs. Le marché de Bučac est fréquenté par les paysans venus des villages environnants ou même des contreforts des Carpates, la chaîne de montagnes qui, au sud d'ici, fait frontière avec la Roumanie. Nos tentes sont dressées au pied d'un ancien poste d'observation autrichien au niveau de la rivière Strupa qui traverse Bučac avant d'aller se jeter dans le Dniestre. En septembre 1916, la Grande Guerre est loin d'être terminée, mais les 2 albums de Théo Halleux s'arrêtent ici. Sans doute n'a-t-il pas eu le temps pour illustrer la suite de son expédition en Russie, car revenu à la vie civile au début de 1919, il reprit son métier d'entrepreneur auprès de son père et en 1920 épousa Hélène Chaltin, dont il eut un fils et 4 filles qui lui donnèrent 15 petits-enfants. Entre 1934 et 1940, il fut chargé de l'important chantier du passage Lemonnier et fut aussi le constructeur des premiers buildings de Liège, avenue du Luxembourg et place d'Italie. Après une vie bien remplie, Théo Halleux est décédé le 13 mars 1971.